2. La saisie des principes pour la syndérèse. Il est une autre forme d'inéité de la capacité qu'on a appelée avant Locke syndérèse et après lui sens moral. Deux conceptions qui, malgré leurs différences, lient inéité et immédiateté des principes et renforcent le lien entre spéculation et maxime morale. Deux conceptions qui enveloppent une conception de la raison que Locke ne peut admettre. La syndérèse, elle est clairement définie dans la Somme de Thomas d'Aquin, en opposition avec le jugement spéculatif. Sans nous attarder ici aux différences, mentionnons ce qui est commun. La syndérèse et l'intellection des principes spéculatifs ne sont nullement des sens spécifiques comme le futur sens moral. Ce sont des habitus naturels grâce auxquels l'homme saisit dans le sensible les principes premiers qui permettent la connaissance ou qui fondent le jugement moral et poussent à agir moralement. Ils sont premiers même dans l'ordre de la découverte, mais contrairement à ce qu'a retenu la Vulgate scolastique, que Locke critique, que ces principes soient premiers ne signifie pas qu'ils soient posés abstraitement et consciemment avant la première expérience. Même quand il parle d'ordre de découverte, Thomas ne se préoccupe pas de la conscience connaissante, il expose un point de vue objectif, le principe est la cause finale de la recherche. Il doit donc exister avant elle. Il est principe au sens que nous avons donné à ce terme, moteur et forme du développement. Le point de vue métaphysique permet à Thomas d'Aquin d'affirmer que seul est origine ce qui est principe. Mais s'il arrive à Thomas de faire une description phénoménologique de la recherche, en bon aristotélicien, il affirme comme Locke que ces premiers principes ne sont pas subjectivement évidents dans leur forme abstraite et universelle. Les premiers principes ont alors leur origine dans la connaissance sensible, dira-t-il avant Locke. La question posée par chaque exposé est donc différente. Pour Thomas, qui s'intéresse au déroulement objectif, il y a des principes spéculatifs ou pratiques en œuvre dès le début de la recherche. Pour Locke, qui s'intéresse à la phénoménologie de la recherche et qui en outre se désintéresse de tout ce qui précède le conscient, les deux ordres logiques et génétiques sont confondus. Thomas admet que le principe soit présent même s'il est inconscient, dès que l'explication de la connaissance l'exige. Le philosophe qui se situe au-dessus de la plaine où lutte la conscience sait que le principe est en germe dans l'utilisation tâtonnante qu'en fait la conscience ignorante, avant même d'en avoir abstrait la formule. Le fondement prime alors sur l'origine et la détermine. Locke, par contre, n'admet pas la possibilité d'une analyse objective et il refuse l'antériorité du principe, car cette antériorité ne pourrait être que temporelle, et l'inconscience initiale du principe réfute son antériorité. Tout est dans l'énonciation de la conscience et rien ne peut être dit à sa place de l'extérieur. Dès lors, les distinctions de raison, l'antériorité logique, ne sont que des inventions de philosophes ouvrant la porte à toutes les formes de dogmatisme. La conscience ne constitue le principe que comme résumé, abstraction d'expérience. Le principe est donc uniquement à la fin du processus. S'il apparaît à la fin, il ne peut être fondement, c'est pourquoi il faut réfuter deux aspects corrélatifs de la conception scolastique du principe, l'antériorité et le fondement. Observons quelle influence ont ces maximes traditionnelles sur les autres parties de notre connaissance. Les règles instituées dans les écoles, règles selon lesquelles tous les raisonnements sont établis à partir du pré-connu et du pré-supposé, semblent faire de ces maximes les fondations de toutes les autres connaissances et les supposés préconnus. Ce qui signifie à mon sens deux choses. D'abord, que ces axiomes sont les vérités qui sont connues les premières par l'esprit, ensuite que c'est d'eux que dépendent toutes les autres parties de notre connaissance. D'abord première, ensuite fondatrice. Le tort de la scolastique aux yeux de Locke est d'avoir pensé la maxime comme origine et fondement. Ainsi apparaît une deuxième dimension de la même critique, incompréhension. En instituant un principe, sa priorité fut-il purement logique, la scolastique institue des êtres de raison qui ont une exigence indépendante de l'entendement qui les découvre. L'opposition entre deux formes d'empirisme est manifeste. L'un accepte les distinctions de raison et l'autre les refuse, prétextant que la conscience ne les perçoit pas. L'innéité n'est donc plus seulement celle de l'entendement, elle n'est qu'un alibi pour une préexistence des principes. S'il y a dans la syndérèse expérience et action de l'entendement pour l'analyser, l'entendement ne constitue pas mais découvre. Le principe est impensable pour qui écarte la dimension métaphysique de l'analyse. Seule l'origine peut éventuellement remplir sa fonction, mais l'origine chargée pour une part des connotations du principe.
3. L'innéité du sens moral. Les théories du sens moral tentent d'éviter les ambiguïtés des morales du fondement en conférant un sens spécifique à la capacité de découvrir les principes. Ainsi devient-il possible de mêler les deux approches, de fonder en décrivant l'origine sensible du fondement, de conserver l'a prioricité et la nécessité du principe tout en honorant la requête empiriste de description de l'origine, ce que la scolastique expliquait de façon plus nominaliste par un habitus du seul et même esprit. Les tenants du sens moral l'expliquent en créant une capacité ad hoc. Il doit y avoir un sens puisqu'il y a des objets de sensation. Cherbury, avant eux, avait créé une capacité ad hoc et Locke aurait pu reporter sur ses penseurs certaines de ses critiques à Cherbury. Mais le sens moral n'est pas une simple répétition de Cherbury, car la critique de Locke a partiellement porté. La capacité ne peut plus être une droite raison qui saisit par intuition un fondement. Elle est un sens supposé analogue à la vision et qui engendre la conscience de l'idée morale. Cette différence est-elle significative ? De la différence de statut du sens moral, Hutcheson est le meilleur témoin. Hutcheson ne critique pas aussi nettement Locke que ne l'avait fait Shaftesbury, et aussi sa pensée est beaucoup plus systématique que celle de l'élève de Locke. Entre-temps, la philosophie de Locke s'est installée dans les universités écossaises et fait désormais partie du consensus. Il importe donc de nuancer cette pensée, non de la rejeter. Mais comme Shaftesbury, Hutcheson veut sauver la morale de la contingence qui la guette depuis que Locke la soumet à l'entendement individuel forcément incertain. Simplement, Hutcheson n'attaque pas Locke de front, il tente de concilier l'empirisme locquien et la nécessaire prétention de la morale à l'universalité. Ainsi, pour Hutcheson, le relativisme serait à imputer aux successeurs de Locke qui n'ont pas saisi la différence qui existait entre inné et naturel, plus qu'à Locke lui-même qui a conservé une place au naturel. L'élimination par Locke des idées innées ne devrait pas impliquer l'élimination des idées naturelles, des concepts naturels, des jugements naturels, c'est-à-dire de tout ce qui est perçu par un sens naturel. S'estimant quant à lui fidèle à la conception de Locke, Hutcheson veut partir des données des sens, mais parmi les sens, il range le sens moral, et parmi les données des sens, il compte les idées simples d'approbation et de condamnation. Idées simples et naturelles, selon lui, ces idées sont à l'origine de nos concepts de bien et de mal. Bien et mal, donc, ne sont plus construits par un entendement théorique, mais subis, reçus comme d'autres sensations en outre, en une sorte de concession à l'agnosticisme de Locke. Hutcheson affirme que bien et mal ne sont pas vus séparément, mais sont associés à d'autres perceptions comme des modes. On ne perçoit que le bien de telle ou telle situation et non le bien en soi. Le bien est une sorte de qualité seconde que le sujet découvre dans l'ignorance de la qualité première, le bien en soi pour Dieu. Un troisième aspect pourrait encore justifier que Hutcheson se présente comme disciple de Locke. Les deux penseurs accordent en effet un statut téléologique à une capacité humaine, l'entendement et l'unasiness chez Locke, le sens moral chez Hutcheson. Ces capacités sont naturelles, c'en est y demeurant fidèle, c'est en y demeurant fidèle que l'homme trouvera son salut, car chaque capacité porte la marque de la bonté et de la providence divine. La fidélité à cette nature empiriquement connue mène à la connaissance d'une nature de notre ordre. Il y a donc convergence entre la genèse effective de la moralité et l'ordre théorique. Il est possible de trouver en l'homme, même en dehors de la raison, des traces de sa véritable nature, mais cette parenté entre Locke et Hutcheson n'a rien de spécifique. Elle est commune à toute l'époque et n'unit pas plus Hutcheson à Locke qu'à Herbert of Cherbury, Clarke ou Tyndall. On comprend en tout cas pourquoi Hutcheson pense être fidèle à Locke. L'appel à l'élément simple de l'expérience lui paraît être le point essentiel de la Way of Ideas. Le caractère naturel du sens assurait à cette expérience individuelle l'universalité souhaitée. Mais l'empirisme n'est pas le tout de la pensée de Locke, ou plutôt l'empirisme de Locke doit être spécifié. Il n'a de validité que comme élément d'un rationalisme. L'expérience au sens strict ne saurait d'elle-même fournir du complexe. Même s'il est passif lors de la réception des impressions, l'entendement joue un rôle essentiel dans la composition du savoir. Il critique, décompose d'abord, puis assemble et interprète. C'est dans cet esprit que Locke reproche à Boyle une conception trop naïve de l'empirisme. Il accorde trop à l'expérience et pas assez au jugement. Or, c'est le jugement qui fait le savoir, non l'expérience.
Parallèlement à ce qui concerne la morale, elle n'est jamais pour Locke sentie. La conscience juge, perçoit des rapports entre actes et lois, comme l'intuition et l'entendement perçoit l'agrément entre deux idées. Mais ce jugement suppose une loi antérieurement établie. Pour cette conscience et ce jugement d'adéquation est établi par une voie bien plus objective, bien plus déductible que ne peut le faire une conscience. Jamais la vie morale n'est présentée par Locke comme le résultat d'un quelconque sentiment immédiat. Il est vrai que Locke présente la fuite de l'uneasiness comme le désir du bien le plus parfait possible. Il y a une certaine immédiateté du plaisir qu'il appelle bien et il faudra que nous nous arrêtions sur ce paradoxe. Pour le dire dès maintenant et brièvement, ce bien n'est pas une maxime objective perçue comme par un sens, il n'est que bien subjectif que seul l'agrément avec une maxime objective pourrait identifier au bien objectif. Lier le bien à un sens serait le faire sombrer dans le relatif, l'inverse de la loi naturelle dont on a dit que Locke cherchait dans l'essai à trouver l'assise. L'objectivité ne peut être sauvegardée que par l'entendement. La garantie divine ne vaut que pour l'entendement et l'assure seule dans sa critique du donné empirique et dans sa genèse de la loi naturelle. Celui qui use de l'entendement que Dieu lui a remis parviendra seul au salut sur cette terre et dans la vie future. Le sens, quant à lui, n'a plus valeur de fondement au sens fort qu'il ne l'avait chez Descartes. Tout au plus, la passivité avec laquelle est reçue l'idée simple d'une entité existante, qui n'est pas l'idée simple connue de Descartes, peut-elle valoir certitude, mais certitude atomique et non certitude qui se déploie en proposition comme chez Descartes. C'est cette forme d'idée simple que tente de réintroduire Hutcheson, l'idée proposition, mais en maintenant de façon paradoxale l'empirisme de l'idée adantis. Chez Locke, aucun fondement n'est plus offert, seul l'acte formel de l'entendement opérant sur ce qui est donné peut assurer un savoir et une morale. L'origine n'est pas fondement comme elle l'est chez les inéistes et chez d'autres empiristes pour qui le vrai est le développement autarcique du donné empirique. L'expérience n'est que donnée, c'est Kant qui a le mieux souligné cet aspect dans un texte trop oublié. Les impressions des sens nous fournissent en effet la première occasion de déployer à leur sujet toute notre faculté de connaissance et de constituer l'expérience, expérience qui est construite chez Kant alors qu'elle est donnée chez Locke, qui renferme deux éléments très différents, une matière de connaissance fournie par les sens et une certaine forme servant à ordonner cette matière. Rechercher les premiers efforts de notre faculté de connaissance pour s'élever des simples perceptions aux concepts généraux, c'est une entreprise qui a sans doute sa très grande utilité et on doit savoir gré au célèbre Locke d'en avoir ouvert le premier la voie. Un autre défenseur du sens moral a vu plus juste que Hutcheson. Il déclare explicitement que sa conception n'est pas conciliable avec celle de Locke. L'auteur anonyme des Dialogue Concerning a Innate Principle Containing Examination of Mr. Locke, doctrine, distingue conscience et raisonnement. Raisonner ne fera jamais qu'un homme sans principe pratique inné perçoive la justice et la vérité d'une maxime morale. Il préfère la solution plus empiriste à ses yeux, selon laquelle on obtient par expérience des idées simples et morales, source de contraintes. Des idées simples morales, source de contraintes. La motivation, fondamentale à morale, exige un sens, feeling, interne et par l'essence, senses, qui sont certainement innés. Nous recevons des idées des choses extérieures. Par le sens moral qui n'est pas moins inné, nous recevons des idées sur les choses morales. Cette remarque est éclairante. Le sens moral est précieux pour ses partisans car il unit dans une même expérience contenu et sanction ou motivation. Il y a des choses morales en soi, ce que Locke ne saurait admettre. Le moral est pour lui l'objet d'une composition à partir de deux registres différents, cognitif et affectif. Le moral n'existe que dans l'esprit qui compose ou met en relation. Pour le partisan du sens moral, il y a dans cette unité originelle du contenu et de l'obligation l'avantage de l'évidence, mais aux yeux de Locke, il y a aussi le danger de l'intolérance. Si l'entendement ne découvre pas séparément contenu et obligation, l'autorité peut imposer par la force une loi morale qui existerait selon lui objectivement. Au contraire, quand les deux sont distincts, on peut d'abord examiner la rationalité du contenu sans savoir si nous sommes libres ou non de nous y conformer. Et l'obligation vient ensuite d'une pulsion vers le bon qui n'est pas encore morale mais peut le devenir. Pulsion innée mais non morale. La morale ne peut surgir que de l'opposition au bon naturel qui le transforme en bien, transformation qui est théoriquement au moins œuvre de l'entendement. Le sens moral, quant à lui, unifie contenu et contrainte et asservit la moralité à une règle extérieurement comprise. 4. L'expérience morale
L'innéisme de la capacité, celui de Locke du moins, ne peut donc être celui du sens moral, mais pour affiner notre compréhension, il faut encore le distinguer d'une dernière forme d'innéisme, de la faculté qui a été défendue à son époque et par un de ses proches. Tyrrell est un collaborateur de longue date de Locke. Il partage son aversion pour les idées innées parce qu'il partage son aversion pour les pouvoirs tyranniques. Il défend aussi l'innéisme de la capacité, mais trouve chez Cumberland un juste naturaliste presque contemporain, une conception mixte qui lui semble établir une juste mesure entre l'innéisme et le conventionnalisme, une solution qui est plus rassurante parce qu'elle accorde moins que Locke à l'artifice. Aussi fait-il une traduction commentaire de l'ouvrage de Cumberland, mais ne comprend pas pourquoi Locke refuse cette interprétation de l'universalité de la loi morale. Il est vrai que des facteurs personnels, comme la divulgation du nom de l'auteur de Tortoise ou le peu de soins apportés au livre de Locke pendant son exil, ont aussi leur importance dans leurs différends. Morale issue d'une observation empirique de la nature, mais se fondant sur une capacité donnée par Dieu et donc innée. N'est-ce la position même de Locke qui accepte, n'est-ce pas la position même de Locke qui accepte une certaine forme d'innéisme, à condition que ce soit celle des capacités de connaissance et non celle des objets connus? Cumberland estime qu'il faut suivre Bacon et donner place à l'expérience. On trouvera dans l'expérience comment, naturellement et sans appel à la syndérèse, l'esprit prend connaissance de la loi divine. Cumberland soulignera d'ailleurs, selon la transcription qu'a fait en anglais Tyrrell, que c'est de la nature tant des créatures que du Créateur que nous viennent toutes les idées morales et par conséquent la matière des lois naturelles considérées comme autant de vérités pratiques. La garantie divine ne joue pas à l'égard d'une conscience qui découvrirait immédiatement le bien suprême, mais à l'égard d'un entendement, d'une capacité de juger, et cela dispense, dit-il, de tout appel à des idées innées. Ce serait même déprécier la création divine que de croire que Dieu ne nous a pas donné une capacité capable de découvrir par elle-même quels actes sont bons. Cette présentation de l'innéité d'une disposition est proche de celle de Locke. L'entendement chez lui aussi est une capacité apte à saisir les lois morales, et la fiabilité de cette capacité dispense de tout appel à une connaissance innée du bien suprême. Le bien qui est perçu, c'est le bien particulier, non le bien en soi. Pourtant, au-delà de ces similitudes, l'essentiel les sépare. Ce que la nature imprime en nous, versant empiriste de la théorie, selon Cumberland et Tyrrell, c'est la loi morale elle-même, et non les seules idées morales comme chez Hutcheson, ni les simples idées factuelles et non valorisées comme chez Locke. Dès lors, ce sont la volonté et la loi de Dieu, fussent-elles particulières, qui sont présentées à la capacité innée, et non les seuls éléments que la raison aura à associer. Il n'y a pas de synthèse de la moralité, il y a vision d'emblée, fût-ce par l'entendement et dans des cas particuliers. 5. L'innéité de l'entendement. Ainsi, d'avoir opposé l'innéisme de Locke, car il y en a un, à celui de Cherbury et de Cudworth, à celui de la scolastique et du Chetson, et enfin à celui de Cumberland, nous aura servi à saisir le centre de sa pensée. À l'inverse de ce qu'affirme le premier, la morale ne peut être donnée d'emblée sous forme d'axiome. À la différence des théories des seconds, elle ne peut être donnée sous forme d'idées déjà morales, fussent-elles perçues empiriquement par un sens. Enfin, elle ne peut être vue par un entendement qui se contenterait de saisir l'application particulière de la loi. Pour Locke, la morale est constituée de propositions susceptibles d'une valeur de vérité, dira-t-on plus tard, auxquelles s'ajoute une force contraignante qui leur confère le caractère de loi, et à ce premier volet, a priori, est comparé un deuxième énoncé qui énonce l'action faite ou à faire. L'entendement intervient à ces différents niveaux pour constituer les propositions à partir des idées qu'il reçoit de l'expérience, pour lier les propositions ainsi élaborées à tel pouvoir contraignant issu de la preuve de Dieu notamment, où intervient encore l'entendement, et comparer les diverses contraintes. Il intervient enfin pour juger de l'agrément entre la loi et l'acte. S'il y a un innéisme, ce ne peut donc être que celui qui résulte de la création même, de la garantie accordée à l'entendement. Tout est fait par l'entendement et le don divin qui pour l'époque se manifeste essentiellement, c'est-à-dire hors miracle, sous la forme de l'innéité, donne à l'homme un entendement inné. De la position de Locke, c'est sans doute le traducteur Barbeyrac qui a eu, ici comme à propos du droit naturel, la meilleure intelligence. Annotant le texte de Cumberland, qu'il traduit en français, il écarte les fausses conceptions de la loi naturelle, et d'abord celle de Cumberland lui-même. Elle est d'apparence aussi empiriste que celle de Locke. Mais il manque à cette conception de la loi naturelle l'agnosticisme si important chez Locke et le constructivisme qui en découle. La thèse de Cumberland en effet impliquait une connaissance de l'ordre de la nature à laquelle on ne peut pour Locke prétendre.
La nature ne fournit que des atomes de connaissance. La constitution d'une idée complexe comme celle de proposition faisant partie d'un énoncé moral est l'œuvre de l'esprit humain. Et jusqu'alors, le niveau de la rectitude n'est pas atteint. Le niveau proprement moral n'est atteint que par la comparaison, activité de l'entendement encore, entre une proposition morale et la loi. De plus, chacun des termes de la comparaison doit faire l'objet d'une élaboration de la raison. D'une part, l'acte moral est énoncé sous la forme d'une proposition qui peut être comparée à la loi. D'autre part, la loi elle-même est constituée par un travail de l'entendement qui prouve l'existence de Dieu et de la sanction. Quand Chamberlain donc resserre les perspectives, quand il croit trouver la loi dans la nature, il évacue l'œuvre de la raison et se soumet à l'enthousiasme autant que les religieux. La raison ne peut faire son œuvre que si la morale est construction, constitution du discours moral et de la sanction, et c'est pour faire place à cette construction que la critique de l'innéisme est d'abord et avant tout critique des principes innés, critique de propositions dont on ne veut pas voir qu'elles sont composées d'idées. L'universalité à laquelle prétendaient tous ses prédécesseurs, à laquelle prétendaient même les défenseurs de l'innéisme, l'universalité qui définit la loi naturelle, ne peut être atteinte par ce dernier sursaut de l'immédiateté. Ce n'est que par l'entendement que l'universel peut être atteint. Il faut donc repousser à la fois l'innéisme des principes et maximes et un certain innéisme dispositionnel, celui qui fait de la raison une vision immédiate de maximes. Un autre innéisme dispositionnel est par contre inévitable. Si nous n'avions aucune garantie divine, et en ce sens aucun inné, la connaissance serait impossible et la morale arbitraire. La nature où Dieu a donné à l'homme deux capacités, toutes les deux dites naturelles. Le désir du bonheur d'abord, il lui seul est appelé inné dans la controverse avec l'innéisme, car lui seul explique cette motivation pour le bien qui est l'objet visé par l'innéisme. La nature a donné, je l'avoue, à l'homme un désir du bonheur et une fuite du malheur. Ce sont bien des principes pratiques innés. Bonheur et malheur sont les formes que prend l'inscription de la loi de nature en l'homme, qu'annonçaient déjà les Essays on the Law of Nature. L'autre capacité innée est l'entendement, inné parce que naturel et don de Dieu. Le salut est à portée de main et de labeur.